20h sur DTV, le journal et ses titres. Affectation ou sanction, Aliou Sarr n'est plus le procureur du tribunal de grande instance de Mbour et soutient être en train de payer les frais de sa témérité dans le traitement de dossiers impliquant de gros bonnets. Situation politique tendue, le médiateur de la République appelle les différentes parties à la retenue au moment où pouvoir et opposition se rejettent mutuellement la faute. Inauguration de la deuxième sphère ministérielle de Diamniadio ce mercredi. Elle peut accueillir une dizaine de ministères, mais des Sénégalais se posent la question de l'opportunité de l'inauguration d'infrastructures non encore fonctionnelles. En Afrique de l'Ouest et du Centre, un enfant sur 3 né avec le VIH-Sida. L'OMS et l'ONU-Sida demandent à ces pays concernés d'introduire la démédicalisation dans leur système sanitaire. À voir dans cette édition. Bonsoir. Nouveau drame en mer à Saint-Louis. Un jeune pêcheur guinéen âgé de 24 ans en a perdu la vie. Cet énième décès remet au goût du jour la question liée à la sécurité des pêcheurs en mer. Pour plus de détails, rendons-nous à Saint-Louis. C'est pour retrouver notre correspondant permanent sur place, Gambi Diagne. La communauté des pêcheurs de Saint-Louis du Sénégal est une fois de plus frappée par le drame. Un jeune pêcheur de nationalité guinéenne a perdu la vie il y a près de 72 heures en mer. Suite à des manœuvres dans la pirogue, il a accidentellement chuté dans la mer. L'équipage se mit tout de suite à sa recherche, mais le temps de le retrouver, Moussa Camara aura déjà bu plus d'eau qu'il n'en fallait, au point de se noyer avant d'être secouru et repêché. Le jeune Guinéen de 24 ans sera ensuite ramené sur terre à Saint-Louis du Sénégal à bord d'une autre pirogue. Son corps présentement sans vie est à la morgue de l'hôpital de Saint-Louis du Sénégal. Je vous l'annonçais en titre, affectation du désormais ex-procureur général du tribunal de grande instance de Mbour à Saint-Louis. Cet acte administratif aurait-il des relents de sanctions? En tout cas, le procureur Aliou Sarr évoque son traitement de certains dossiers qui impliquent de gros bonnets. Pour expliquer cette décision, pour plus de précision, rendons-nous à Mbour. C'est pour retrouver notre correspondant sur place, Mamadou Diop. Créé il y a moins d'1 an, le tribunal de grande instance de Mbour a vu son procureur affecté au tribunal d'appel de Saint-Louis. Une affectation qui a causé beaucoup de remous chez les robes noires. Pour le concerné, il est normal que tout fonctionnaire peut être affecté à tout moment. Mais Aliou Sarr pense qu'il se cache derrière son affectation une nébuleuse. Ils ont, entre guillemets, essayé de disloquer l'équipe. C'est pourquoi certaines personnes qui se sont réjouies de mon départ du parquet de Mbour ont estimé que mon affectation a été le résultat d'une rigueur professionnelle qu'ils ont trouvée excessive, puisque j'ai refusé d'être conciliant ou docile dans le traitement judiciaire de certaines affaires. De l'existence de la subordination hiérarchique du ministère public, un procureur de la République doit être un simple exécutant à l'écoute des instructions écrites ou verbales de ses supérieurs, qu'il met automatiquement en œuvre, en pratique s'il s'agit d'injonction, ou qu'il s'abstient automatiquement d'exécuter si ce sont des interdictions. Moi, je n'ai pas cette conception du fait. Moi, j'estime que la subordination hiérarchique comporte des limites. Estimant que nul ne doit être au-dessus de la loi, j'ai poursuivi des élus locaux pour diverses infractions foncières, puisque je crois que le statut de maire de commune ne confère aucune immunité pénale au Sénégal. Et cette politique pénale répressive était nécessaire à mes yeux pour résoudre les innombrables contentieux impliquant les dirigeants de certaines collectivités territoriales, comme dans les communes de Mbour et de Saly, et dans une certaine mesure au niveau de celle de Sindia. Toutefois, il estime qu'il a bien rempli sa mission, ce que d'ailleurs le président du tribunal de grande instance de Mbour a confirmé. Je me suis aussi opposé à la libération provisoire de disciples de guides religieux, parce que j'estime que leur aura ne doit pas soustraire leurs disciples à l'action de la justice s'ils ont violé la loi. J'ai aussi placé ou fait placer sous mandat de dépôt des ressortissants étrangers que beaucoup de personnes, y compris leurs autorités consulaires, ne voulaient pas voir en prison. Aliou Sarr part, il laisse sa place à Youssou Diallo. Ce dernier qui avait siégé lors du procès de Hissène Habré promet de ne ménager aucun effort
pour rendre crédible et performant le tribunal de grande instance de Mbour. Justice, mais parlons d'une autre affaire Ndiaga Diouf. Le procès en appel de Barthélémy Diaz renvoyé au 10 avril prochain. La Cour évoque le calendrier électoral en guise de motif. Un acquittement définitif, c'est ce que les avocats du maire de la commune de Sacré-Cœur, Mermoz, appellent de tous leurs vœux dans ce compte-rendu signé Maïmouna Niane. La Cour d'appel de Dakar a renvoyé l'affaire Ndiaga Diouf, l'opposant à Barthélémy Diaz, au 10 avril prochain afin de permettre aux deux parties de se préparer, le calendrier électoral étant le motif évoqué. C'est tout simplement que les parties se sont accordées à un renvoi et le parquet a demandé à ce que l'affaire soit renvoyée justement après les élections pour que les débats puissent se tenir dans une sérénité absolue. Pour la défense, elle est dans les dispositions pour tenir le procès ce mercredi. Pas de Barthélémy Diaz qui ont demandé le renvoi. Bon, s'ils ne sont pas encore prêts pour plaider cette affaire, bon, nous, on était prêts de notre côté. Donc, si l'affaire est renvoyée, bon, c'est parce que ce sont les avocats de l'autre partie qui ont demandé le renvoi. Nous, de notre côté, nous estimons que cette affaire en état et que ça n'a rien à voir avec les élections. Donc, il n'y a pas un calendrier pour juger une affaire qui est en état. Les conseillers du maire de Mermoz Sacré-Cœur veulent que leurs clients soient blanchis. J'estime que Barthélémy Diaz, dans cette affaire, méritait d'être renvoyé des fins de la poursuite. Mais heureusement ou malheureusement, il a été partiellement condamné par rapport au chef d'accusation. Aujourd'hui, pour nous, l'enjeu est de le blanchir totalement. Et nous sommes venus en appel pour pouvoir démontrer aux juges qu'effectivement, Barthélémy Diaz n'est en rien impliqué par rapport à cette affaire-là. Le 10 avril 2019, Barthélémy sera fixé sur son sort. Pour rappel, il est poursuivi pour coups mortels, coups et blessures volontaires, détention d'armes sans autorisation administrative, menaces verbales de mort et rassemblement illicite, suivi d'actions diverses. La politique à présent, la plateforme Africa-Jom préconise des réformes profondes mais surtout consolidantes. C'est pour la construction d'une démocratie post-électorale solide. Selon le fondateur de la dite plateforme, cela peut permettre aux institutions de jouer pleinement leur rôle. Code Ndiaye, compte rendu. Dans un contexte préélectoral marqué à la fois par une rupture de confiance entre l'opposition et le pouvoir d'une part, mais aussi entre l'opposition et certaines institutions telles que la justice d'autre part, la réforme de ces dernières s'impose selon Alioune Tine, fondateur de la plateforme Africa-Jom. On a comme l'impression que le pays, le Sénégal, n'est pas réformable. Et depuis quelque temps, nous vivons avec la démocratie électorale, la récurrence de la violence chaque fois que l'on s'approche des élections. On a l'impression que vraiment ça va être la fin du monde. Comment faire pour dialoguer, discuter, pour stabiliser les acquis démocratiques, pour approfondir les acquis démocratiques et enfin avancer? Parce qu'il y a énormément de défis que nous avons aujourd'hui. L'ancien secrétaire général de la RADDHO a saisi l'opportunité que donne ce forum pour inviter la classe politique à plus de sérénité en perspective de la prochaine présidentielle. Alioune plaide pour un dialogue entre acteurs. Nous avons tout le temps les problèmes avec l'élection. Donc, il nous faut nous asseoir, régler ces problèmes. Parce que les tentations qu'on voit dans les discours politiques aujourd'hui, c'est les tentations insurrectionnelles ou putschistes. L'appel à l'armée, l'appel à la rue. Maintenant, il y a d'autres tentations, effectivement, aussi, qui sont là et qui donnent des réponses violentes à la tentation putschiste et à la tentation, je dirais, insurrectionnelle. C'est les tentations autoritaires, l'usage de la force, de la répression. Force doit être à l'avant. Ce forum citoyen initié par la plateforme Africa-Jom a pour objectif la restauration d'une démocratie préélectorale avec la réforme des institutions comme condition du renforcement de la République, de la démocratie et des droits humains.
Le médiateur de la République appelle tous les acteurs politiques à la retenue. Maître Alioune Badara Cissé invite l'opposition à cesser les appels à l'insurrection et le pouvoir à instaurer les conditions d'une présidentielle apaisée au Sénégal. Maître Alioune Badara Cissé est avec notre reporter. L'histoire du Sénégal ne s'arrêtera pas au soir du 24 février. Il est évident que l'appétit est à son maximum. L'appétit dans le sens de vouloir servir son pays, non pas de se servir de celui-ci. Ce pays qui regorge de richesses extraordinaires, dont l'exploitation à terme mettrait notre pays sur les rampes d'un développement inattendu, mais qui susciterait aussi un second appétit de la part de l'international. Il ne faut pas que le Sénégal électoral soit le lit d'incapacité de contenir cet élan particulier que les milieux occidentaux ressentent pour notre pays. Les appels à l'insurrection, à l'évidence, ne seront pas entendus, j'en suis sûr, puisque notre armée est républicaine et le restera, n'en déplaise à certains. Que des jeunes s'agitent, se bousculent, nous l'avons fait aussi. Ce n'est peut-être pas le lieu pour un médiateur de le dire, mais je pense que les mouvements démocratiques, pour la plupart, se font aussi, pas seulement sous la violence, mais sur la table de négociation et de concertation. Si le médiateur de la République élève la voix, c'est parce que le climat politique actuel est émaillé de scènes de violence. Certains leaders de l'opposition estiment que c'est tout à fait légitime. En revanche, le camp du pouvoir estime que la jeunesse est victime de manipulation. Il faut donc trouver un consensus pour dérider l'ambiance. Avis de spécialistes et d'analystes politiques dans ce reportage signé Philomène Tina. Pour manifester leur désaccord avec le processus électoral en vue de la présidentielle de février prochain, certains partis optent pour des mouvements de rue. Le coordonnateur national des jeunesses khalifistes sous-entend que l'heure n'est pas à la parole mais à l'action. Oui, il faudrait d'abord relever que nous subissons une injustice depuis bientôt 3 ans. Depuis le début de ce combat, nous avons voulu être trop républicains. Mais nous nous sommes rendus compte que le pouvoir d'en face ne connaît que le rapport de force. Nous sommes arrivés à un stade où le verbe doit mourir et que naisse l'action. Nous sommes des politiques et tout ce que la situation exigera comme combat politique, nous sommes prêts à le mener. Quant au porte-parole de la coalition Macky 2012, ces jeunes qui descendent dans la rue se laissent manipuler. Moi, je pense que les jeunes ne doivent pas se laisser influencés par des adultes qui savent pertinemment à quoi est-ce qu'ils devaient s'attendre. La justice a tranché, surtout en ce qui concerne l'affaire Khalifa Sall. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut continuer à s'agiter. Selon cet analyste politique, c'est une jeunesse frustrée qui manifeste, mais c'est l'État qui doit apaiser les climats politiques. Une jeunesse estudiantine et scolaire, elle est forcément politique. Mais à ces groupes de jeunes, il faut accoler tous ceux qui sont frustrés. L'homme politique qui s'engage dans un rapport de force, c'est pour amener le pouvoir à négocier. Le président sortant est dans une position ambivalente parce que c'est un candidat, mais il lui revient la responsabilité de diriger ce pays. Des mouvements d'humeur à la veille de la présidentielle, l'opposition et le pouvoir se pointent du doigt. Certains analystes politiques les appellent à être plus responsables. Inauguration de la deuxième sphère ministérielle de Diamniadio, elle va permettre à l'État du Sénégal d'économiser ou d'alléger ses charges locatives à hauteur de 8 milliards de francs CFA par an. Elle est à même cette sphère d'abriter une douzaine de ministères. C'est ce que nous dit Safiatou Koli dans ce compte-rendu de la cérémonie d'inauguration.
Et à 10 minutes de l'aéroport international de Diass, la deuxième sphère ministérielle offre un décor accueillant, des constructions de dernière génération. Ce site de 4 hectares a une capacité d'accueillir plus de 30 000 fonctionnaires de l'administration sénégalaise. Cette cité ministérielle est entièrement équipée, meublée, de toutes les commodités matérielles et de connectivité nécessaires pour servir l'ambition du service public à la hauteur des besoins de notre administration et des gains de productivité attendus. Cette infrastructure, reposant sur un site de 4 hectares, est composée de 3 bâtiments de 64 000 m², dont 54 000 m² de bureaux, pouvant accueillir près de 3 200 fonctionnaires. 6 salles de conférences totalement équipées et meublées d'une capacité de 600 places, 800 places de parking, un système de gestion technique centralisé permettant, à travers une interface unique, d'avoir la gestion technique de la climatisation, de l'électricité, l'éclairage, la vidéosurveillance, les ascenseurs et la centrale incendie. Ce pôle de développement urbain offre une alternative au gouvernement du Sénégal. La réalisation de cette infrastructure marque une nouvelle étape dans le renouveau du service public et la modernisation de l'administration. En effet, avec cet édifice d'une capacité de 54 000 m² de bureaux, l'administration dispose de locaux modernes pouvant abriter plus d'une dizaine de ministères. En transférant à terme l'essentiel des ministères ici à Diamniadio, l'État continue ainsi à alléger sa facture en charges locatives pour un objectif annuel de 8 milliards de francs CFA. Ces économies substantielles seront réallouées à l'investissement productif dans des secteurs clés de la vie économique. Le chef de l'État appelle les fonctionnaires à une utilisation judicieuse de cette infrastructure et brandit des sanctions. Il nous faut un guide de l'utilisateur, guide de l'usager. Chez le secteur général, je vous fais confiance, mais il faudra des sanctions aussi en cas de destruction de biens. Il faudra. C'est-à-dire coupure de salaire, voilà, des trucs comme ça. Parce que quand on a un bien comme ça, il faut le préserver. On ne peut pas transférer certaines habitudes dans un tel environnement. Ça, c'est la contrepartie qui est exigée des usagers afin de préserver ce bien. 24 mois ont permis de réaliser ce joyau avec 90 milliards financés par 3 banques sénégalaises. La Maison des Nations Unies vient compléter la gamme d'infrastructures, donnant ainsi vie à la nouvelle ville. Vous l'avez vu, le gouvernement ne s'accorde pas de répit. Les inaugurations se multiplient et ne se ressemblent pas. Certaines d'entre elles semblent prématurées puisque les infrastructures en question ne sont pas encore fonctionnelles. Oui aux inaugurations, mais pourvu que les infrastructures soient fonctionnelles dès le lendemain, c'est ce que semble dire nombre de concitoyens dans ce reportage signé Magnon Aïdara. En un temps record, le président Macky Sall vient de réussir une prouesse en inaugurant tour à tour des infrastructures comme l'arène nationale de lutte, l'autoroute Ila-Touba et récemment le train express régional. Mais force est de constater que ces infrastructures pour le moment ne sont pas opérationnelles. À Grand Dakar, les populations réagissent. De la précipitation. Il ne rime absolument à rien parce que c'est de la politique politicienne. Pour cet autre Sénégalais, c'est une façon pour Macky Sall de rattraper le temps perdu, surtout dans la traque des biens mal acquis. Pendant 3 ans, au lieu de mais audit.
Le président Macky Sall a perdu beaucoup de temps dans la traque des biens mal acquis. C'est la raison pour laquelle il est en train d'accélérer les choses. Tout le contraire pour d'autres qui approuvent et se félicitent de ces réalisations. Et nous sommes tellement contents parce que nous, on croit que Macky Sall, il a fait un très bon travail en Sénégal. Des citoyens qui n'ont pas aussi manqué d'interpeller le président. Pour eux, une infrastructure ne doit être inaugurée que lorsque elle est fonctionnelle à 100%. L'économie à présent. La modernisation de l'économie est un élément clé pour développer notre pays. C'est la conviction de l'Association nationale des consommateurs du Sénégal. L'ambition appelle des paquets de réformes, renouvellement de 150 000 motos avec à la clé un financement 2 milliards de francs CFA par la DER, sans oublier des mesures drastiques pour alléger le coût de la vie au Sénégal. C'est, en tout cas, je vous le disais, l'avis de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Sylvie Saratassau nous en dit plus. L'émergence du Sénégal passe impérativement par la modernisation du transport des marchandises du secteur de la petite distribution, entre autres. Ainsi, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal s'engage dans ce processus. On a pensé qu'il fallait d'abord s'attaquer au problème de transport des marchandises, qui regroupe presque tous les aspects négatifs. Lenteur dans la distribution, exposition à la microbiologie et tout ça, parce que les conditions n'étaient pas idoines. Il y avait des pousse-pousse, ensuite les charrettes, ensuite les motos Jakarta, avec des sacs qui traitent par terre. Et bon, notre union s'est investie pleinement avec des associations constituées qui sont ici présentes pour essayer de moderniser ce secteur. D'abord, en essayant d'imposer les tricycles à la place de tous ces moyens rudimentaires que je viens de citer. L'UNCS est aussi préoccupée par la hausse du coût de la location et par la vente illicite de faux médicaments. Elle déplore la non-implication du gouvernement dans ce combat. Que le loyer est l'épicentre de la préoccupation des Sénégalais, peut-être même avant la nourriture. Bailleurs de l'immobilier qui imposent des prix qui échappent à un contrôle. L'État avait mis en place un décret pour essayer d'alléger le fardeau. Il y a eu un contournement très habile de la part de ces bailleurs et des secteurs organisés. La lutte contre la vente illicite des médicaments et les faux médicaments est aussi au centre de nos préoccupations. Ce phénomène qui impacte considérablement la santé des populations et l'économie du pays ne semble pas faire l'objet d'une prise en charge vigoureuse par les pouvoirs publics. Propagande, diffusion de fausses nouvelles et non-détention de registres de commerce, autant d'aspects déplorés par l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Autre consommation sans doute dangereuse, la consommation de la drogue et ses effets néfastes. Malgré tout, elle ne semble pas faiblir. Cette situation préoccupe les acteurs de la lutte contre ces substances nocives. Il faut donc une approche holistique pour changer la donne. C'est ce que nous dit Abdoulaye Wanyanga. L'utilisation de la drogue a pris des proportions inquiétantes au Sénégal. Dans la banlieue, plusieurs personnes consomment de la drogue, une situation qui préoccupe les acteurs de lutte contre la drogue. C'est d'ailleurs tout le sens de la tenue de cet atelier technique de formation des leaders communautaires de lutte contre la drogue. Les dealers sont partout dans les terrains, dans leurs propres maisons et dans les maisons abandonnées. Et vraiment, c'est un fléau qui touche tout le monde ici au Sénégal. Le Sénégal est devenu une plaque tournante où transite la drogue. Ceci à cause de sa position géographique. Le Sénégal est déjà affecté par tous les bateaux qui viennent de l'Amérique du Sud, là, passent par l'Afrique de l'Ouest et le trafic est vraiment touché par ici au Sénégal. Et pourtant, d'importants efforts ont été consentis dans le cadre de la lutte contre la drogue. Malgré ces actions,
le phénomène demeure. Je crois que la drogue continue d'exister, mais quand même avec tout le travail que nous sommes en train de faire, c'est d'abord préparer les gens à apporter une riposte, mais c'est en même temps apporter une riposte par rapport à cette drogue-là. Donc il y a des diagnostics communautaires que nous faisons pour mieux maîtriser la situation, parce que c'est important quand même de faire un état de lieu avant d'intervenir. La consommation de la drogue est de plus en plus notée au Sénégal. Les acteurs de lutte contre ce fléau sont inquiets. Ils veulent mettre un terme à cette présence massive de la drogue dans 4 pour les titres. Je vous l'annonçais, un enfant sur 3 né avec le VIH-Sida et peu d'entre ces membres de cette frange ont accès au traitement. Nous sommes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le retard est alarmant par rapport aux autres pays de l'Afrique en matière de lutte contre le VIH chez les nouveau-nés. Dans cette matière, l'OMS et l'UNICIDA demandent à ces pays concernés d'introduire la démédicalisation dans leur système sanitaire. Fatim Lo, compte rendu. Cette réunion est le début de la matérialisation de la promesse d'une génération sans sida. Ceci en faisant en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants qui naissent avec le VIH. Cependant, le constat fait est que les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont en retard dans cette lutte. Un enfant sur 3 né avec le VIH. En plus, l'accès au traitement fait défaut. Nous avons une réponse à 2 vitesses. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, ils ont moins de 3500 enfants qui naissent chaque année avec le sida. On a moins de 20% des enfants qui naissent qui ont accès au traitement. Les femmes enceintes qui sont positives, pas accès au traitement, n'ont pas accès au dépistage, donc elles transmettent cette maladie. Pour changer la donne, la communauté internationale préconise la démédicalisation. Objectif, aller vers la communauté pour un dépistage rapide, un accès facile au traitement et freiner la transmission de la maladie de la mère à l'enfant. Il y a lieu de décentraliser le système de santé. Ce n'est pas seulement un médecin qui peut initier le traitement. Nous avons vu dans les pays de l'Afrique australe que des infirmières, des gens au niveau communautaire peuvent beaucoup faire pour élargir l'accès à ces médicaments. Il faut que nos systèmes de santé changent. Il faut que nos systèmes de santé soient plus proches de nos populations. Garantir au moins à chaque personne malade d'avoir accès facilement aux services de soins. Une réforme des systèmes de santé pour un accès universel aux soins pour chaque malade. L'OMS aide les pays à mettre en place des politiques adaptées. En ce qui concerne le financement de la santé et l'accès aux soins, nous appuyons des pays éviter que les personnes doivent payer directement quand ils viennent être soignés. Avoir l'assurance médicale, c'est en train d'évoluer dans beaucoup de pays africains. Oui, c'est possible et nous y croyons. Tel est le credo de ces pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour 0 nouvelle infection chez l'enfant d'ici 2020. C'est sur cette note d'optimisme que nous allons clore cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. jërë ngeen jëf su ngeen déggee bis bi xam ni Mounia Production dellusiwaat na